Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de terminale option maths expert. Ce sera question de nombres complexes, de géométrie, mais surtout de l'ensemble de Mandelbrot qu'on va découvrir à l'aide de Python. Pour cela, on va réaliser une petite activité, donc où on va coder en Python. C'est pour ça qu'on va utiliser donc la plateforme Trinket. Alors surtout, pour aller au bout de cette activité, nous aurons besoin de toutes les fonctions. Il ne faudra donc pas les effacer au fur et à mesure. Dans un premier temps, il va falloir donc être capable de calculer la somme de deux nombres complexes, mais aussi le produit de deux nombres complexes, ou encore le module d'un nombre complexe à l'aide de Python. Le premier problème qui se pose, c'est bon, comment créer un nombre complexe en Python? Parce que Python, bien sûr, ne connaît pas les nombres complexes. Et bien pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle une liste de deux nombres. Par exemple, z, qui est égal donc à la liste 1, 2, correspondra donc au nombre qui s'écrit 1 plus 2i. Et la première chose que je demande à mes élèves, c'est si on tape dans la console ceci, est-ce que on comprend ce que ça veut dire z de 0? Que représente donc le résultat obtenu. C'est pour ça que dans un premier temps, je conseille de faire cette petite manipulation. Donc je tape Z comme étant... Et donc si je tape Z égale la liste 1, 2 dans Python, il ne va pas se passer grand-chose. La preuve, j'obtiens rien comme réponse. C'est normal parce qu'en fait, j'ai défini une liste, la liste composée d'un premier nombre qui est 1 et d'un deuxième nombre qui est 2. Par contre, maintenant, si je demande Z entre crochets 0, eh ben, je vais obtenir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le 1. En fait, je vais obtenir le premier nombre de la liste 1, 2. Et donc, si je tape par exemple z de 1, j'aurai donc le deuxième nombre. Alors, c'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant ici, car les nombres ici sont rangés d'abord avec le nombre 0, puis avec le nombre 1, etc. Puis ce serait peut-être le nombre 2, etc. Mais on n'a que deux nombres dans la liste, donc ça s'arrête au terme de rang 1. Ici, c'est sans rappeler, bien sûr, l'histoire des suites avec U0 et U1. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que z entre crochets 0, ça rend 1, c'est vrai, mais ça rend surtout la partie réelle du nombre z. La partie réelle du nombre z, ça vaut 1. Si je veux avoir la partie imaginaire du nombre z, je vais taper z de 1. Maintenant, donc, on sait comment on va pouvoir définir des nombres complexes en Python. Et on souhaite justement les additionner. Additionner deux nombres complexes en Python. Le problème, c'est que Python ne sait pas le faire. Autrement dit, si j'ajoute la liste 1, 2 avec la liste 3, 4, je vais obtenir une liste qui va être composée de 4 nombres. C'est pas du tout ce que j'aurais aimé avoir. J'aurais aimé avoir une liste de 2 nombres. Ici, en ajoutant les parties réelles, on a obtenu 4, et en ajoutant les parties imaginaires, on aurait dû obtenir 6. Donc on ne peut pas le faire directement. C'est pour cela qu'on va devoir créer notre petit algorithme, notre petit script là, qui donne l'addition de deux nombres complexes. On va donc compléter donc ce petit script. Donc ici, la fonction, ça va être la fonction add avec 2D. On va additionner donc deux nombres complexes, Z1 et Z2. Pour commencer, donc, on va créer une liste vide, ici, que j'ai nommée Z. Et ici, cette petite instruction, Z.append, ça permet d'ajouter un élément à la liste. C'est-à-dire qu'on va créer, finalement, le nombre complexe qui est la somme de Z1 et Z2. Et pour cela, il faut se rappeler qu'en fait, pour additionner deux nombres complexes, c'est tout simple, comme je l'ai dit précédemment, on va additionner les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Et ça, il va falloir le coder en Python. Ceci dit, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de comprendre que le premier nombre de la liste, ça va être la partie réelle de Z1, qui s'écrit Z1 entre crochets 0, et je vais lui rajouter donc la partie réelle du nombre complexe Z2. Et ainsi, donc, je vais créer donc un premier nombre dans la liste qui va être bien la somme des parties réelles de Z1 et Z2. Et après, il suffit de faire exactement la même chose pour les parties imaginaires. Ensuite, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de tester cette petite algorithme à l'aide de Python, et c'est pour cela que j'ai déjà tapé le texte ici. On n'oublie pas, bien sûr, ici, de compiler, afin que Python, bien sûr, lise ce qu'on a marqué. Et ensuite, dans la console, on va pouvoir maintenant taper un essai, c'est de comprendre si oui ou non notre petite fonction fonctionne. Alors attention ici, il faut bien comprendre que Z1 et Z2, ce sont des nombres complexes, autrement dit pour nous, ce sont des listes de deux nombres. Autrement dit, c'est bien cette instruction que je vais demander à Python. Autrement dit, il va utiliser la fonction pour calculer normalement donc la somme des nombres complexes 1 plus 2i et 3 plus 4i. Et on obtient bien donc 4, 6, autrement dit le nombre complexe 4 plus 6i. On a réussi donc à créer une première fonction qui fait bien la somme de deux nombres complexes. Passons maintenant à la suite. Exercice 2, maintenant on souhaite multiplier deux nombres complexes en Python. Il va falloir donc compléter ce script. En fait, c'est une fonction qui va permettre de multiplier deux nombres complexes, Z1 et Z2.
Pour cela, on va utiliser un peu le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on va créer une liste vide, et puis après on va créer donc dans cette liste vide un premier nombre qui va correspondre donc à la partie réelle du produit des deux nombres complexes. Puis le deuxième nombre, eh ben, il va correspondre à la partie imaginaire du produit de ces deux nombres complexes. Et enfin, on retournera donc le résultat sous la forme d'une liste de deux nombres. Alors, il est important de rappeler que pour multiplier deux nombres complexes entre eux, ben, c'est quand même un peu plus compliqué que d'additionner ces deux nombres complexes. En effet, on va faire 1 multiplié par 3 qui va donner 3, puis 1 multiplié par 4i qui va donner 4i, et aussi, donc, on doit développer en faisant 2i multiplié par 3 qui donne 6i, 2i multiplié par 4i, et là on fait attention parce que i au carré, vous devez savoir que ça fait moins 1, et donc ça va donner moins 8. Et donc ici, on obtient un nombre complexe qui s'écrit donc moins 5 plus 10i. Alors c'est ce qu'on voudrait obtenir donc à l'aide de ce petit algorithme. Et donc pour obtenir le bon résultat, il va falloir se rappeler que pour obtenir la partie réelle du produit, il va falloir multiplier donc les parties réelles entre elles, ça c'est vrai. C'est comme ça qu'on a obtenu 3, mais il va falloir enlever le produit des parties imaginaires, car c'est comme ça qu'on a obtenu moins 8. Et donc voilà comment obtenir le premier nombre de notre liste. Et après, on va regarder comment on a obtenu la partie imaginaire du produit. Comment on a obtenu plus 10. Et bien tout simplement en prenant la partie réelle du premier et en multipliant par la partie imaginaire du deuxième. Puis en ajoutant donc partie imaginaire du premier par partie réelle du deuxième. Maintenant, comme souvent en informatique, il est important de bien tester pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans notre algorithme. Donc pour cela, j'ai recopié donc mon script et puis je vais tester donc pour les valeurs qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le nombre complexe 1 plus 2i et le nombre complexe 3 plus 4i. Ensuite, bien sûr, n'oubliez pas de compiler. D'ailleurs, au passage, faites très attention au copier-coller qui crée parfois des espaces qui vont vous entraîner des messages d'erreur. Donc ici, donc, je compile, hop, pas de problème. Et ensuite, je vais dans la console et pour le coup ici, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais pouvoir tester. Et donc faites très attention donc aux parenthèses et aux crochets, hein, il faut être très rigoureux pour que cela fonctionne. Donc ici on a une liste 1, 2 qui correspond à notre nombre complexe 1 plus 2i, et une deuxième liste 3, 4 qui correspond au nombre complexe 3 plus 4i. Ensuite il ne nous reste plus donc qu'à tester, et on obtient moins 5 et 10, moins 5 plus 10i, c'est en effet le résultat qu'on souhaitait obtenir. Donc notre fonction multiplication, elle fonctionne bien puisqu'elle donne bien le résultat du produit de deux nombres complexes. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à définir une fonction qui va nous permettre de calculer le module d'un nombre complexe en Python. Alors pour cela, il va falloir importer la bibliothèque mathématique car on aura besoin, comme vous le savez, en fait, de la fonction racine carrée. En effet, le module de 1 plus 2i, vous devez vous rappeler, donc c'est racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré, qui fait assez vite racine carrée de 5. Et donc maintenant, il va falloir le coder en Python. Donc SQRT, il faut simplement se rappeler que SQRT nous donne donc la racine carrée. Et donc on va devoir calculer la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On rappelle au passage que pour obtenir le carré d'un nombre en Python, il faut taper étoile, étoile 2. Donc ça y est, on a notre fonction module qui est censée calculer le module d'un nombre complexe. Il ne nous reste plus qu'à la tester. Encore une fois, n'oubliez pas cette ligne-là, from math import étoile, qui permet d'importer la bibliothèque mathématique. Ensuite, il reste qu'à compiler une nouvelle fois, n'oubliez pas, parce qu'autrement, forcément, vous n'allez pas obtenir grand-chose. Et ensuite, donc, dans la console, il ne reste plus qu'à appuyer sur Entrée, et donc ça semble fonctionner. Je vais donc taper module de z, avec z qui est égal à 1 plus 2i. Donc j'obtiens bien sûr par racine carrée de 5, j'obtiens un nombre qui en fait est une valeur approchée de racine carrée de 5. Donc ça, il suffit simplement de vérifier à l'aide de la calculatrice. Et donc ça y est, on a fini la première partie de cette activité. On sait maintenant additionner, multiplier, mais aussi calculer des modules de nombres complexes. On va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet qui est en fait l'ensemble de Mandelbrot. Pour parler de cet ensemble de Mandelbrot, on va commencer par définir une suite de nombres complexes. Cette suite, pour tout nombre complexe C, est la suite des nombres complexes Zn, définis par récurrence avec Z0 est égal à 0, et Z indice n plus 1 est égal à Zn au carré plus C.
Donc dans un premier temps, on va regarder ce que ça donne pour des valeurs de C que j'ai choisies un peu au hasard. Et pour voir ce que ça donne, en fait, on va simplement définir une fonction Python qui va calculer les premiers termes de cette suite. Donc ici, on voit apparaître donc en effet le fait que le premier terme de la suite correspond au nombre complexe 0, autrement dit 0 plus 0i, et on va tourner 10 fois dans une boucle dans laquelle on va calculer à chaque fois le terme d'après, en utilisant bien sûr cette relation de récurrence. Donc il faut d'abord compléter ce petit algorithme, et donc ici comprendre que pour passer d'un terme au suivant, en fait, on prend la valeur de Zn, on l'élève au carré, et on rajoute le nombre C qui est un nombre complexe. Et pour cela, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser donc les fonctions qu'on a créées juste avant. La première chose à faire ici, donc, c'est élever au carré. Mais pour élever au carré, on peut multiplier Zn par lui-même. Et ensuite, il faudra additionner le nombre C. Et donc, c'est bien cette instruction qu'il va falloir compléter, c'est-à-dire qu'on va multiplier Z par lui-même, et ensuite additionner le nombre C. Et pour cela, donc, on fait appel aux deux fonctions mult et add qu'on a créées pour additionner et multiplier des nombres complexes. Maintenant, il faut tester. On va le tester pour des valeurs qui sont moins 2, moins 1 ou encore le nombre complexe i. Donc là encore, donc on tape le texte, on essaie de ne pas commettre d'erreur de syntaxe, et ensuite donc on compile. Voilà. Ensuite, donc, on va tester donc pour la valeur moins 2. Alors attention, ici j'ai précisé C est un nombre complexe, c'est-à-dire que le nombre moins 2, ça va être une liste dans laquelle le premier nombre sera peut-être moins 2, mais surtout il va falloir rajouter la partie imaginaire qui est égale à 0, en tapant bien sûr cette séquence. Ensuite, donc, voilà. Qu'obtient-on? On obtient en fait des nombres complexes qui, pour le premier, donc, sera égal à moins 2, et après on obtiendra 2 et 0i, autrement dit le nombre réel, tout simplement 2. On peut constater en fait que ici, cette suite finalement devient constante et égale au nombre réel 2. Maintenant, il va falloir réessayer donc avec moins 1. Donc là encore, on fait très attention, moins 1 s'écrit comme ça ici, parce qu'on utilise en fait la notation en écriture complexe, donc c'est moins 1 plus 0i. Donc on tape bien cette instruction ici, et après, hop, on obtient, regarde, donc moins 1 plus 0i, donc le nombre moins 1. Après, on obtient 0, après on obtient moins 1, après on obtient 0. Finalement, ici, on a une suite qui ne prend que deux valeurs, moins 1 et 0. Enfin, c'est du moins ce qu'on peut conjecturer. D'ailleurs, ce sont des résultats qu'on pourrait démontrer en regardant un petit peu ce qui se passe, en faisant les calculs à la main. Donc ici, encore une fois, on conjecture qu'en fait, que la suite, lorsque c est égal à moins 1, ne prend que deux valeurs. Maintenant, on va réessayer avec le nombre c qui est égal à 1. Maintenant, on va essayer avec c égale à 1. Et là, on obtient quelque chose un peu différent, puisqu'en fait, autant les premiers nombres qu'on obtient sont assez simples à deviner. Donc c'est 1, 2, 5, 26, 677. En fait, on n'a que des nombres réels, sauf qu'en fait, ces nombres réels sont de plus en plus grands. Et même le dernier ici, il est quand même très difficile à lire, puisqu'il comporte beaucoup de chiffres, et surtout, il est très 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 grand. Donc ici, il y a un cas qui est un peu différent. Lorsqu'on choisit c égale 1, on n'a pas des suites aussi simples que ce qu'on avait lorsqu'on choisissait c égale moins 2 ou c égale moins 1. Il nous reste un dernier essai à faire, c'est pour c égale i. Et pour cela, bien sûr, on va taper cette instruction suite de, entre crochets, 0,1. Et donc ici, on obtient en fait quelque chose d'assez simple finalement, puisque si le premier nombre qu'on obtient doit correspondre à i, après on a moins 1 plus i ou moins i, puis après moins 1 plus i, et encore une fois 0 et moins i, donc moins i. Donc en fait, on a là aussi une suite qui finalement finit par prendre deux valeurs distinctes, différentes, mais qui ne prend que deux valeurs, qui est en fait moins 1 plus i ou moins i. Donc voilà un autre cas où la suite finalement se comporte de manière assez simple. Et c'est maintenant donc qu'on va pouvoir définir ce qu'est l'ensemble de Mandelbrot. C'est un ensemble que j'ai noté M, qui est en fait l'ensemble des points du plan complexe d'affixe C, pour lesquels la suite Zn est telle qu'il existe en fait un réel grand M pour que tout entier petit m, le module de Zn soit inférieur ou égal à M. On dit dans ces cas-là que la suite est bornée. Si vous voulez, en fait, c'est tous les nombres complexes C qui font que cette suite ne prend pas des valeurs Zn qui s'écarte trop de l'origine du repère. Et donc ici, en fait, il va falloir tout simplement vérifier que le module de Zn, en fait, il ne devient pas trop grand. Alors, on sait déjà que dans certains cas, ça peut arriver, puisqu'avec les 4 essais qu'on a fait,
On a vu un cas où la suite Zn n'était pas bornée, puisque en fait on voit bien que le module de Zn devient très très grand. Et justement, c'est cette chose-là qu'il faut voir dans un premier temps, c'est que peut-on conjecturer pour les points d'affixe -2, -1, 1 et i? Eh ben, certains de ces points en fait appartiennent à l'ensemble de Mandelbrot. Ces points, comme on a pu le voir, c'est bien -2, -1 et i qui semblent appartenir donc à grand M, car ces suites avec ces valeurs de C choisies au départ, ce sont des suites très simples qui prenaient que deux valeurs la plupart du temps. Par contre, dès lors qu'on prend 1 pour la valeur de C, on avait une suite qui prenait donc des valeurs Zn très grandes. Et donc ici, on peut imaginer que dans ces cas-là, justement, la suite Zn n'est pas bornée. Et que donc le point d'affixe 1 n'appartient pas à l'ensemble grand M. Ensuite, maintenant, que peut-on conjecturer si on choisit donc un nombre complexe C dont le module est strictement plus grand que 2? Alors, comment va-t-on faire? On va tout simplement utiliser notre petite fonction suite et faire des essais avec des nombres complexes dont le module est strictement plus grand que 2. Alors, premier essai que je souhaite faire, c'est pour un nombre complexe qui est tout simplement le nombre réel 3. Donc, dans ces cas-là, assez vite, on obtient donc des nombres complexes, qui sont en fait des nombres réels, mais dont justement la partie réelle est très très grande. Donc, dans ces cas-là, on voit bien très bien que voilà, on n'a pas une suite Zn qui est bornée. Mais attention, ici, je choisis un cas assez simple qui consiste à prendre un nombre réel. Peut-être que pour un nombre complexe qui n'est pas un réel, ou peut-être pas un imaginaire pur, peut-être que finalement la suite sera bornée. C'est pour ça que je vais choisir un autre exemple. Par exemple, avec le nombre complexe 2 plus i, on peut s'assurer en effet qu'ici, le module, c'est racine carrée de 5, et justement, racine carrée de 5 est bien strictement plus grand que 2. Là encore, on voit qu'on obtient des nombres très grands, enfin moins pour la partie réelle, qui prend des valeurs quand même très très grandes, mais aussi pour la partie imaginaire. Donc, il est assez évident donc ici que les termes de cette suite ont des modules qui sont très très grands. Et donc ici, on peut imaginer que cette suite Zn, bien sûr, n'est pas bornée. On pourra multiplier encore les exemples et on constaterait qu'à chaque fois, donc, on obtient des nombres complexes dans la suite Zn dont leur module est très très grand. Et donc on peut conjecturer que si le module de C est strictement plus grand que 2, alors C n'appartient pas à cet ensemble de Mandelbrot. Alors dans la suite de l'activité, l'idée justement c'est de reconnaître un nombre C qui appartient à l'ensemble de Mandelbrot. Autrement dit, savoir si la suite qu'on a définie précédemment en fait est bornée ou pas. Et donc maintenant, on va considérer en effet que le résultat précédent qu'on a conjecturé est vrai, c'est-à-dire que si le module de C est strictement plus grand que 2, alors C n'appartient pas justement à l'ensemble grand M. Il va falloir modifier donc le script précédent, modifier la fonction suite, pour qu'il renvoie à true, autrement dit vrai, lorsque le module des 50 premiers termes ne dépasse pas 2. On va considérer tout simplement que si, lors des calculs des 50 premiers termes, le module n'est jamais strictement plus grand que 2, et dans ces cas-là, il y a de fortes raisons de penser que le nombre C appartient à l'ensemble de Mandelbrot. Bon, ceci dit, c'est pas tout à fait vrai, mais ça va suffire quand même pour avoir une première idée de cet ensemble de Mandelbrot. Donc on y va, donc en effet on définit donc Z comme étant le nombre complexe 0 pour commencer, après on prend n égale 0, n tout simplement en fait ce qui va correspondre au rang du terme dans la suite. Et tant que le module de Z est inférieur ou égal à 2, mais aussi tant que n est inférieur à 50, et on va calculer tout simplement donc les termes de la suite Zn. Et donc pour cela, je recopie l'instruction qu'on avait trouvée dans la première fonction, et il ne me reste plus qu'à dire que n va prendre la valeur d'après. Donc n prend la valeur n plus 1. Et ce qu'on va retourner comme réponse, c'est le fait que oui, le module de tous les termes est bien inférieur ou égal à 2, ou faux, le module d'un des termes est strictement plus grand que 2. Donc je vais tester ce petit programme, par exemple avec le nombre C qui est égal à -1. Et là, donc, le petit programme qu'on a construit me répond vrai. Et en effet, on avait vérifié tout à l'heure que ça semble être le cas, puisque la suite prenait que deux valeurs. On peut faire un deuxième exemple. Par exemple, avec le nombre 1. Et là, on répond faux. On répond faux, pourquoi? Parce qu'on avait vu qu'assez vite, donc, les nombres qu'on obtenait dans la suite étaient très grands. Du moins, ils avaient un module très très grand. Donc, cette petite fonction, qui en fait nous permet de savoir si oui ou non
la suite est bornée ou pas, on va du moins sur les 50 premiers termes, semble fonctionner. On va pouvoir donc avancer notre activité. Car nous allons pouvoir maintenant écrire un programme qui balaye en fait 10 000 noms parmi les complexes avec une partie réelle imaginaire comprise entre -2 et 2. Pourquoi? Parce qu'en fait on s'intéresse finalement qu'aux nombres complexes dont le module est inférieur ou égal à 2. Et ce balayage donc se fera avec un pas régulier de 0,04 pour les parties réelles et imaginaires. Et ce programme donc affichera donc sur un graphique les nombres pour lesquels la fonction Mandelbrot renvoie au trou. Autrement dit, les nombres pour lesquels la suite est bornée, du moins sur la conjecture qu'on peut faire sur les 50 premiers termes. Donc ici, il reste qu'à compléter donc cet algorithme. Donc il va falloir importer le module pour tracer le graphique. On va définir une fonction de Mandelbrot, donc qui n'admet aucun paramètre. Et on va rentrer dans une boucle. Et on va regarder une suite C. Alors avec un C justement qui va balayer en fait de -2 à 2 sur les deux axes. Donc ici on va commencer à -2 et on va rajouter K multiplié donc par le pas qui est de 0,04. Et puis donc on va faire la même chose mais pour la partie imaginaire, autrement dit pour l'axe des ordonnées. Donc on va prendre -2 et on va rajouter donc cette fois-ci L multiplié par 0,04. Encore une fois, ici, à chaque fois, ça nous donne une nouvelle valeur de C. Et on va tester si la suite C est bornée. On va tester si suite de C nous renvoie la valeur true. Alors attention, pour tester que c'est bien une valeur true, en fait, on double le signe égal et surtout, c'est peut-être la seule fois en Python, il faut écrire avec un T majuscule. Et ensuite, cette instruction-là, bon ben voilà, elle affiche le point x plus y. Et puis cette dernière instruction permet d'afficher le graphique. Il ne nous reste plus qu'à tester notre dernier programme pour avoir enfin une image de cet ensemble de Mandelbrot. Donc j'oublie pas bien sûr de compiler. Et ensuite d'aller dans la console afin de demander donc une image de Mandelbrot, de cet ensemble de Mandelbrot. Donc pour cela, donc, je vais taper Mandelbrot, j'ouvre les parenthèses et je termine en fermant les parenthèses. Et là, j'attends un tout petit peu. Et assez rapidement, j'obtiens donc cette image-là. Alors un ensemble quand même assez surprenant puisque ce n'est pas une figure classique, ça ne ressemble en aucun cas à des figures que vous avez rencontrées au collège ou au lycée, c'est pas un cercle, c'est pas un carré, ça c'est stature-là. Alors bien sûr, l'idée, ça serait de demander bien sûr à Python de balayer davantage pour obtenir d'autres points. Ceci est possible, il suffit simplement de diminuer ici le pas. Alors attention, ça peut des fois faire un petit bug, vous pouvez avoir un petit message d'erreur qui empêche d'avoir une image. Néanmoins, pour vous montrer un petit peu ce qu'on pourrait obtenir. Et donc, en demandant davantage de points, on obtient cette jolie figure. Alors, une figure qui quand même pose pas mal de questions, puisqu'elle possède en effet un axe de symétrie. Et puis, si on est un peu plus curieux, on peut aller voir sur Internet d'autres images de cet ensemble de Mandelbrot, des images qui seront encore plus jolies que celle-ci. Et donc, par exemple, on peut trouver cette image-là sur Internet de l'ensemble de Mandelbrot. On peut remarquer en effet ici qu'il y a quand même des choses assez remarquables. On a l'impression de voir à plusieurs moments un motif se répéter. En effet, ici, vous voyez, il y a un motif qu'on a l'impression de voir à quelque chose près, ici, ou même là, ou même là. En fait, c'est pour ça que cet ensemble de Mandelbrot est remarquable. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous pouvez voir plusieurs fois se répéter un même motif. Et surtout, on peut descendre à l'intérieur de cet ensemble de Mandelbrot. Et vous allez voir ici, en fait, se répéter à l'infini ce motif au plus profond de cet ensemble de Mandelbrot. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que cette image vous aura plu.